bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stanislas de Gramont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe SEB, un groupe familial créé il y a 165 ans qui s'occupe de tout ce qui est ce qu'on appelle le petit équipement domestique, c'est-à-dire tous les petits appareils électroménagers qu'on trouve chez soi, dans la cuisine, dans la salle de bain. Vous êtes d'ailleurs propriétaire de beaucoup de marques très connues, bien familières des Français. Alors il y a SEB bien sûr, il y a Moulinex, il y a Roventa, il y a Krups, il y a Calor, Tefal, enfin on peut en citer beaucoup d'autres. Et votre ambition, eh bien, c'est de couvrir l'univers de la cuisine, l'entretien de la maison et aussi maintenant les professionnels, notamment dans les cafés. Tout ça, ça fait un groupe assez grand, 8,5 milliards de chiffre d'affaires. Vous êtes présent dans 150 pays, c'est-à-dire à peu près dans tous les pays du monde. Alors, on va évoquer évidemment les recettes de cette réussite de SEB. Vous êtes un peu le symbole de la réussite d'un groupe familial français. Vous nous expliquerez comment vous avez fait. Vous êtes aussi, Gaëtan le disait, au cœur des foyers. Donc, vous nous direz votre ressenti sur le moral et l'état d'esprit des consommateurs, notamment en France. On va évoquer certains de vos défis, du recyclage de vos produits, notamment ceux qui contiennent des polluants éternels. On va parler de la concurrence chinoise. On voit que les défis sont nombreux. Vous nous direz aussi si vous partagez le ras-le-bol des patrons français, qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais d'abord, on va parler de votre stratégie, Seb, parce que tout le monde vous connaît, vous êtes le numéro 1 mondial. Ce que vous faites aujourd'hui, le petit électroménager, tout le monde ou presque peut le faire, mais vous voulez doubler de taille. Comment vous comptez y arriver ? Le point de départ, d'abord merci de me recevoir. Le point de départ de cette stratégie, c'est une mission, c'est simplifier et embellir la vie des consommateurs au quotidien. Et pour cela, contribuer au mieux vivre partout dans le monde. Alors ça paraît très très simple, ça paraît un peu des mots, mais en fait c'est fondamental et c'est essentiel parce qu'on se rend compte que nous sommes sur des marchés absolument magiques. Les consommateurs adorent s'occuper de leur intérieur. On parle de mode de cocooning, on a vu après le Covid un raz-de-marée vers nos produits parce que les gens s'occupent de leur intérieur, s'occupent de leur famille, s'occupent de leur foyer, ils font plaisir en achetant vos produits. Et c'est le plaisir et l'utilité. C'est le plaisir et l'utilité, et ce sont des appareils qui offrent un service tout à fait apprécié, très quotidien, multi-quotidien même pour certains d'entre eux, et donc c'est des marchés qui sont structurellement en croissance, que ce soit dans l'entretien de la maison, une centrale vapeur, c'est plus facile de repasser avec une centrale vapeur qu'avec un fer sec. C'est plus facile de faire le ménage avec un aspirateur balai qu'avec un aspirateur d'il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Donc les marchés sont en croissance. Et vous voulez doubler de taille, c'est beaucoup. Comment vous allez... On y vient. Les marchés sont en croissance en Europe, dans les pays développés, on va dire, parce que les gens montent en gamme, parce que les gens se font des petits plaisirs avec des produits de plus grande spécification. C'est des marchés en croissance dans les pays émergents parce que, évidemment, ça fait partie des premiers équipements dans un foyer. Un foyer chinois qui fait du riz 1 fois ou 2 fois par jour, passer du riz fait dans une casserole en 20 minutes à un riz fait dans un cuiseur à riz... Mais les Chinois, ils ont plein d'appareils comme ceux que vous fabriquez. Oui, mais... Alors comment est-ce que vous faites pour leur vendre vos appareils ? Parce que c'est ça le sujet, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des appareils... Bon, par exemple, le grille-pain, il y en a qui sont plus sophistiqués, mais il n'y a rien de plus facile à faire qu'un grille-pain. Enfin, on imagine, c'est pas très technologique. Et justement, comment vous faites pour résister à cette concurrence et vous imposer sur d'autres marchés ? Il y a plusieurs sujets. La première chose, c'est d'être compétitif dans la manière où vous fabriquez les produits. C'est pour ça que nous fabriquons nos propres produits. Ensuite, il faut être innovant. Vous dites que rien ne ressemble plus à un grille-pain qu'un autre grille-pain. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des grille-pains avec une température contrôlée. Il y a des grille-pains avec une fonction plusieurs marchés, ouais. Et donc, ce sont ces marchés-là et c'est cette innovation permanente qui fait qu'on peut rester au goût du jour ou à la pointe de notre industrie. Et alors pour grandir, vous avez beaucoup procédé par croissance externe, vous avez fait beaucoup d'acquisitions. D'ailleurs, au départ c'était SEB, puis il y a eu Moulinex, toutes les autres marques, c'est vous qui... ce sont des rachats, je pense. Tout à fait. Et on peut développer
plein de marques comme ça en parallèle? Alors c'est fait de manière contrôlée, c'est-à-dire que la stratégie du groupe a été de couvrir un nombre de catégories assez définies. On est dans la cuisine, on est dans le salon, dans l'entretien des sols, dans le soin de la personne. Donc, mais c'est un grand nombre de familles de produits, plus de 50 familles de produits, mais c'est un nombre fini, c'est-à-dire qu'on sait exactement les familles de produits sur lesquelles nous voulons être et celles sur lesquelles nous ne voulons pas être. Vous voulez pas être sur le son, par exemple? L'idée, c'est de rester sur de l'électroménager. On a défini le petit équipement domestique comme notre précaré, bien sûr les articles culinaires, les poêles, les casseroles, les couteaux, les ustensiles de cuisine. À l'intérieur de ces familles de produits, comme nous sommes très attachés à l'équilibre, nous nous sommes attachés à avoir les meilleures technologies et les meilleures sources d'innovation. Souvent c'était en interne, parfois ça a été par acquisition. Nous nous sommes aussi attachés à construire des positions dans des pays où il était plus difficile de partir tout seul. En Chine par exemple, nous avons acquis en 2006 une entreprise qui s'appelle Support, qui faisait à l'époque 150 millions de chiffre d'affaires, qui en fait plus de 2 milliards aujourd'hui, et qui est leader sur le marché du petit équipement culinaire en Chine. Pareil en Colombie, aux États-Unis, on a racheté All-Clad. Vous achetez des marques locales en fait. On achète des marques locales et des implantations. Et ce qui est important, c'est que la cuisine, c'est quelque chose de très culturel. Le meilleur appareil culinaire, c'est celui qu'utilisait ma maman. Et donc la marque locale est extrêmement forte. Les Français pensent que les meilleurs poêles du monde, c'est Tefal. Les Américains vont penser que c'est All-Clad, les Colombiens que c'est Imoussa. Ouais. Alors il y a un sujet qui mobilise beaucoup aujourd'hui les chefs d'entreprise et Seb en particulier, j'imagine, c'est le sujet de la guerre commerciale. Vous fabriquez une grosse partie de vos produits en Chine. Vous avez dit que l'important c'est de rester compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez augmenter vos prix sur des produits peu chers pour compenser l'impact des droits de douane qui sont en vigueur depuis quelques semaines? Alors d'abord, l'actualité change rapidement puisque les droits de douane, on aurait fait cette émission il y a une semaine, on aurait parlé de 145%, là on parle de 30%, voire d'un... Donc cette actualité est changeante. Les États-Unis, d'abord, c'est un problème. Ce problème des droits de douane est un problème circonscrit aux États-Unis. Il n'y a pas d'augmentation des droits de douane de l'Europe vers la Chine, de la Chine vers l'Europe. Donc c'est un problème pour le moment américain. Nous faisons un peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, donc là aussi c'est un périmètre assez contenu en ce qui nous concerne, et sur ce 800 millions de chiffre d'affaires, on va dire, il y en a à peu près 20% qui est fabriqué localement aux États-Unis. Donc il reste 80%, dont une partie est fabriquée en Chine, et là nous avons plusieurs cordes à nos arcs. À court terme, on peut passer des augmentations de prix. Parce vous l'avez déjà fait? Nous sommes en train de le faire. Bon, vous savez, tant que vous ne connaissez pas le montant final des tarifs, c'est difficile de définir le montant d'une hausse de prix. Mais donc, c'est relativement sous contrôle pour vous en fait, les États-Unis. C'est sous contrôle parce qu'on pourra passer des hausses de prix. Nous sommes leaders sur les marchés sur lesquels nous opérons aux États-Unis. Et puis à plus long terme, ayant une empreinte industrielle où nous sommes à la fois fabricants et sous-traitants, enfin nous utilisons de la sous-traitance et nous fabriquons quand même plus de 70%, plus de 60% de nos produits. Nous fabriquons dans 4 continents, donc nous avons plus d'alternatives que beaucoup d'autres pour répartir ou redistribuer nos productions en fonction du nouvel état géopolitique du monde. Je voudrais revenir sur, tout à l'heure vous avez évoqué les poêles Tefal, rien à voir avec les États-Unis. Donc il y a un revêtement sur les poêles Tefal, ce qu'on appelle les polluants éternels, enfin ce qui est qualifié par ceux qui mettent en cause ces matériaux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent vous mettez des produits dangereux dans vos poêles? Est-ce que surtout vous pouvez vous en passer? Voilà, et est-ce qu'il y a une alternative? Alors d'abord, poêle Tefal et États-Unis, c'est tout à fait compatible, puisque Tefal est la première marque de poêle vendue aux États-Unis. Mettons ça de côté. Nous utilisons... Alors d'abord, la première chose qui est très très importante, c'est que Seb a toujours été attentif aux produits que nous mettons en œuvre dans la fabrication ou sur nos produits finis, en particulier le contact alimentaire. Par exemple, dans les PFAS, ces fameux polluants éternels, il y en a un qui s'appelle le PFOA, qui a été interdit d'utilisation en 2020, je crois, en Europe. Nous avons cessé son utilisation en 2012, et bien avant que des activistes se saisissent de ce sujet des PFAS. Les revêtements que nous utilisons sont tout à fait sains à l'usage et à l'utilisation. C'est pas nous qui le disons. Donc il n'y a pas de risque d'interdiction?
c'est très différent. La question qui m'est posée, c'est est-ce que ces produits sont sains? La réponse est oui, c'est pas moi qui la donne, c'est l'Agence de sécurité alimentaire européenne, c'est la Food and Drug Administration, c'est l'ensemble des autorités sanitaires qui non seulement font référence, mais aussi autorité pour décider de ce qui est sain ou pas, qui disent que c'est sain. Et si ça ne l'était pas, avant même qu'on nous le dise, nous les supprimions. J'ai pas fini. La deuxième attaque qui est faite, elle est autour de la pollution. Alors la pollution, elle est contrôlée, c'est-à-dire que sur le site de Rumilly, qui est la plus grande usine de poêles sans doute du monde, qui est située à Rumilly en Haute-Savoie, où nous fabriquons 40 millions de poêles par an quand même, nos émissions de PFAS sont de moins de 100 grammes par an. Moins de 100 grammes par an. L'Adréal a fait une étude en France sur les 300 sites les plus pollués, nous ne sommes pas dans cette liste. Donc il n'y a pas de danger pour la santé des consommateurs, et je viendrai à la deuxième partie de votre question dans une seconde, je vois que vous impatientez. Il va falloir qu'on avance un petit peu, parce que sinon on va... Donc, pas de problème sur la santé, pas de problème sur l'environnement, et nous traitons la fin de vie. Il y a des alternatives, des revêtements céramiques, des revêtements en inox. Nous sommes leaders sur l'ensemble de ces revêtements, donc pour nous on est finalement assez agnostique à l'un ou à l'autre des revêtements. Le revêtement le plus performant, le plus sûr, le plus durable, donc le plus écologique, c'est le revêtement PTFE. On va essayer d'avancer un petit peu, parce qu'on aimerait avoir aussi votre vision sur l'état de la consommation et du rapport des Français avec au petit électroménager. Vous faites aussi bien des fers à repasser ou des grille-pains à quelques dizaines d'euros que des centrales vapeur, vous en parliez tout à l'heure, à plusieurs centaines d'euros. Qu'est-ce que veulent les Français aujourd'hui? Est-ce qu'ils veulent du prix ou est-ce qu'ils veulent de la qualité dans un contexte de pouvoir d'achat qui reste contraint? Eh bien, vous n'avez pas un seul Français, vous n'avez pas un seul consommateur, vous n'avez pas un seul besoin. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons des gammes larges. Vous prenez par exemple le repassage, vous pouvez avoir des défroisseurs à 39 € et vous allez jusqu'à des centrales vapeur à 349, 399 €. Et en fait, ça dépend vraiment de l'usage et de l'utilisation que vous en faites, qui peut être une question de fréquence. Donc je dirais, il n'y a pas une règle. Il y a peut-être une règle, c'est que le Français, comme d'ailleurs l'Européen et le consommateur mondial, est sensible à l'innovation et est sensible à finalement la valeur ajoutée que représente cet investissement, cet achat, dans un usage multi-quotidien ou multi-hebdomadaire dans sa vie de tous les jours. Vous parlez d'innovation, on vous connaît pour des innovations de rupture, comme le air fryer, la cocotte minute aussi, qui est rentrée dans toutes les cuisines. C'est quoi les innovations de demain ? Alors vous avez dans le défroissage par exemple un produit qui vient de sortir qui s'appelle Aerosteam, qui est en fait un défroisseur, c'est un... Donc on pense son vêtement. Défroisseur, donc c'est un défroisseur qui envoie de la vapeur avec une semelle métallique, mais qui en plus aspire le linge. Et donc en fait vous n'avez pas besoin de vos deux mains pour défroisser, avec une seule main vous faites ça, c'est génial. Et en fait j'utilise cet exemple pour dire que l'innovation c'est souvent une observation des consommateurs, une observation des points de blocage ou des irritants des consommateurs, et c'est en résolvant ces irritants que vous faites des innovations qui ne sont pas forcément des innovations de rupture, mais qui sont pour l'Aerosteam reconnues comme une révélation à Fort de Paris. Vous les réunissez, les consommateurs? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des groupes de consommateurs, vous leur dites qu'est-ce qui vous énerve dans votre cuisine, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? On les observe, on lit beaucoup les reviews, on lit ce qu'ils font, on lit les évolutions des habitudes ou des comportements, on voit ce qu'ils cuisinent, les réseaux sociaux, les sites de commerce en ligne sont pleins d'informations sur ce que font et ce que veulent les consommateurs. On les réunit bien entendu. On a des laboratoires dans lesquels on met nos échantillons pendant plusieurs mois en usage pour voir comment les gens les utilisent et les mettre au point des produits. Oui, et alors il y a un sujet qui concerne pas mal, qui concerne tout l'électroménager et les appareils en général, c'est le recyclage. Alors on a beaucoup accusé certains industriels de faire ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que oui, au bout d'un moment ça marche plus, on ne peut pas la réparer et donc il faut le changer et donc il faut revenir au magasin. Comment est-ce que vous gérez ça? Et alors il y a cette partie-là et ensuite le recyclage proprement dit, je sais pas, des poêles par exemple, donc ça marche plus, qu'est-ce qu'on en fait? Alors les produits sont créés pour avoir une durée de vie conséquente. En fonction des cycles d'usage, en revanche, un produit professionnel qui va travailler 12 heures par jour n'aura pas les mêmes spécifications, ni d'ailleurs le même prix qu'un produit ménager qui va travailler 2 heures par semaine.
Seb est né d'un rétameur. Un rétameur, c'est quelqu'un qui réparait des poêles et des casseroles, des gamelles. Et Seb a la réparabilité au cœur de son activité depuis toujours. Vous faites de reconditionnement d'ailleurs. On y vient. Donc la réparabilité, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr avoir un stock de pièces détachées. Nous avons un stock de pièces détachées de 15 ans pour plus de 95% de nos appareils électriques. À Fauconnier-et-la-Mer dans les Vosges, donc on a plus de 8 millions de pièces en stock. Donc vous pouvez réparer les produits, mais non seulement on a les pièces, mais en plus nos produits sont réparables, c'est-à-dire qu'ils sont démontables et remontables et vous pouvez trouver les notices. Parce que ça va vous faire sourire, mais si vous ne pouvez pas démonter le produit, c'est difficile de le réparer. Et si vous arrivez à... C'est pas à la portée de tout le monde de démonter une cafetière ou un... Ah bah maintenant c'est de plus en plus facile et vous avez de toute façon des réseaux de réparateurs qui savent le faire et je reviens au centre de reconditionnement dans une seconde. Nous mettons en place un outil industriel qui nous permettra de reconditionner et demain de réparer les produits parce que exactement nous pensons que les consommateurs ne voudront plus jeter une cafetière à 250 ou 400 euros parce qu'il faut changer une résistance ou un thermostat ou autre. Et vous en réparez combien par an? Vous avez des chiffres sur le nombre de produits que vous réparez? Non, on ne donne pas de chiffres. En revanche, ce qu'on a dit, c'est que d'ici 4 à 5 ans, on ne donne pas de chiffres parce que je pense que c'est une information sensible, mais d'ici 4 à 5 ans, nous pensons que les produits de deuxième main pourraient représenter 3 à 5% de notre chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest. Et pourquoi? Parce que les consommateurs voient une dimension écologique, vertueuse, mais aussi une dimension économique. Parce qu'un produit de deuxième main va coûter moins cher qu'un produit... Et alors comment est-ce qu'on recycle? Parce que bon, il y a aussi, une fois que ça marche plus, que ce n'est plus réparable, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez des filières de recyclage sur la partie électroménager. Sur la partie poêle, on a lancé l'initiative en France il y a quelques semaines d'une boucle aluminium fermée où on va mettre en place des réseaux de récupération des poêles et casseroles usagées et nous allons les mettre dans une filière de recyclage que nous contrôlons pour réutiliser l'aluminium pour faire de nouvelles poêles. Et ce faisant, boucler la boucle et assurer la fin de vie des produits en étant nous-mêmes responsables de l'ensemble du cycle de vie du produit. On voit qu'on met des indices de durabilité maintenant sur les machines à laver, sur le gros électroménager. Est-ce qu'il faut le faire aussi sur vos produits à vous? Certains distributeurs français, certains électrospécialistes français le font. Et nous sommes d'ailleurs, nos marques sont toujours très bien ou les mieux notées. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on fait des produits qui sont fiables, on fait des produits qui sont durables, et on fait des produits qui sont réparables. Donc normalement, c'est reconnu par la profession. Ce qui est souhaitable, si vous voulez, c'est d'avoir une uniformité des normes et des standards et un contrôle de ces normes et ces standards appliqués à l'ensemble des acteurs d'un marché. Pour que tout le monde ait les mêmes règles. Peut-être un mot rapidement, Stanislas de Gramont, sur les Français et la cuisine. On a vu pendant le Covid que les gens se mettaient à faire de la cuisine tous les jours, à toute heure. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez dans vos ventes? Peut-être ce retour en arrière sur le fait maison et la cuisine? Pas vraiment, non. Les marchés sont en progression en 2024, au début 2025, y compris en France. Non, on voit pas de reflux de la vente d'appareils culinaires. Mais comment vous faites? Parce que le taux d'équipement aujourd'hui, on a 25 produits ou appareils ménagers dans sa cuisine. Les cuisines ne sont pas extensibles. Comment vous faites pour continuer à remplir nos placards? On ne remplit pas vos placards, c'est-à-dire qu'on vous propose des appareils qui vous apportent des services différents. Le taux moyen d'équipement d'aspirateur d'un foyer français est de 1,8 aspirateurs par foyer. Vous pourriez dire, j'ai besoin d'un aspirateur pour aspirer. En fait, non, vous avez le petit aspirateur à la main, vous avez l'aspirateur balai qui vous permet de faire une session rapide, vous avez un aspirateur traîneau qui vous permet de faire une grande session, vous avez le robot que vous lancez en partant bosser le matin et c'est un peu propre le soir, etc. Et donc les consommateurs, en fait, améliorent leur vie au quotidien. Je reviens à ma première phrase, la mission du groupe, simplifier et embellir la vie des consommateurs. On fait exactement ça, et ça marche. Et puis alors vous faites aussi maintenant les professionnels, oui. Notamment les cafés. Alors ça, c'est un gros marché pour vous ou c'est quelque chose que vous avez investi depuis longtemps ou non? Donc on a acheté WMF Scherer en 2017 qui était WMF, une marque allemande, Scherer, une marque suisse. Et en fait, ce sont des machines à café pour professionnels. Typiquement dans les coffee shops ou des choses comme ça. Et c'est un marché extraordinaire parce que la machine à
café automatique, elle fait un café de qualité constante, elle peut faire plus de 100 recettes de boissons à base de café. 100 recettes? Plus de 100 recettes. Dans la même machine? Du chaud, du froid, des ingrédients, du chocolat, du lait, du cappuccino, du latte, enfin bon, j'en passe. Elle est constante en qualité et elle est opérable très facilement par un opérateur non formé, non qualifié. Et de plus en plus, ces grandes chaînes de coffee shop, qui sont faites des chaînes industrielles, ont besoin de qualité, de régularité et de facilité d'usage. Et donc ça marche très très bien. Alors, on va avancer un peu dans notre discussion pour évoquer l'état du monde et la conjoncture mondiale. On entend aujourd'hui beaucoup de patrons qui donnent de la voix sur les problèmes d'attractivité en France, la surréglementation. Est-ce que vous trouvez qu'il est toujours aussi facile d'investir en France? Vous faites 20% de votre production en France. Est-ce qu'il est toujours aussi intéressant et facile d'investir en France? Je ne sais pas si ça n'a jamais été facile d'investir et de produire en France. Alors, est-ce que c'est plus dur encore aujourd'hui? Je pense que... Alors d'abord, nous avons fait le choix il y a 20-30 ans de rester des industriels en France. Nous avons aussi diversifié nos approvisionnements, mais il y a deux choix. Un, rester un industriel et rester un industriel en France. Il y a quelques clés pour être un industriel performant. La première, c'est être compétitif. Et qu'on le veuille ou non, on est dans des marchés mondiaux. Vous avez toutes les places de marché en ligne avec des produits chinois qui arrivent à bas prix tous les jours. Il y en a 50 nouveaux ou 5000 nouveaux. Donc être compétitif est absolument clé. Être innovateur est absolument clé aussi, parce que vous ne pouvez plus fabriquer un grille-pain à 25 €, vous ne pouvez plus le faire en France, c'est pas possible, les coûts de production sont trop chers. En revanche, nous sommes capables de relocaliser à Vernon un aspirateur balai, c'est ce que nous avons fait avec succès l'année dernière. Donc les produits à forte valeur ajoutée, on peut les faire en France. Les produits à plus faible valeur ajoutée, c'est beaucoup plus difficile. En revanche, effectivement, il y a une surcharge de normes, de réglementations et qui finalement s'applique aux produits faits en Europe ou faits en France, et qui ne s'applique pas ou pas du tout aux produits faits ailleurs. C'est ça le principal point pour vous? Et qui ne sont pas contrôlés. Ouais. Comment dire, une sorte de distorsion de concurrence finalement? Regardez depuis un an ou deux, donc on a la fameuse CSRD, Corporate Social Responsibility Directive, qui impose un certain nombre de normes, de contraintes, de règles, de reporting aux entreprises françaises sur le sujet de développement durable. C'est tout à fait souhaitable et c'est tout à fait désirable. Néanmoins, ça crée des coûts significatifs pour les entreprises, et ces coûts-là ne sont pas répercutés aux entreprises qui travaillent ailleurs qu'en Europe. C'est ça qui vous pénalise le plus, c'est la distorsion de concurrence plus que la norme en elle-même? Bien sûr, je pense que c'est souhaitable d'avoir des normes de fabrication pour la sécurité des consommateurs, pour la sécurité des collaborateurs, pour l'environnement plus exigeantes. Je trouve ça tout à fait normal et souhaitable. Néanmoins, l'égalité face aux normes n'est pas du tout garantie, et finalement... Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que si demain, un industriel ne peut plus fabriquer en France parce qu'il n'est plus compétitif, l'ironie, c'est que ces produits vont être fabriqués dans un autre pays où là, pour le coup, il y a peut-être aucun contrôle sur les contraintes environnementales. Et vous pensez qu'il faudrait mettre une sorte de protectionnisme en place, une sorte de... parce que beaucoup prédisent, si la guerre commerciale qu'on voit se développer prend de l'ampleur, on nous prédit une invasion de produits chinois, c'est-à-dire que tout ce que les Chinois ne vendent pas aux États-Unis va se déporter sur le reste du monde et donc sur l'Europe. Est-ce qu'il faut que l'Europe, oui, l'Europe, puisque la France ne peut pas le faire seule, une sorte de protectionnisme pour défendre ses industries? Alors, dans notre industrie, nous, les produits chinois à bas prix, c'est notre quotidien depuis 25, 30, 40 ans. Donc finalement, je ne vois pas un gros risque supplémentaire d'une invasion de produits chinois, parce qu'il y a déjà beaucoup de produits chinois. Parce qu'on est déjà envahi, c'est ça vous avez dit. Un peu, oui. Donc, je dirais, on n'est pas exposé à ça de manière massive. Je ne sais pas si ma réponse, elle est liée au protectionnisme, à cet événement court terme de cette guerre commerciale. Il est plus lié
à la volonté politique d'avoir un tissu industriel vivant et vivace en Europe. Et pour cela, il faut s'assurer de règles de compétition équivalentes ou équitables. Et vous pensez que c'est au grand patron aujourd'hui de prendre position et de mettre un peu le doigt sur les urgences économiques, ces urgences économiques du moment? Quand vous êtes chef d'entreprise, en fait, nous on ne fait pas de politique. Nous on essaye de gérer nos affaires au quotidien et de manière pragmatique. Gérer nos affaires au quotidien de manière pragmatique, c'est regarder l'ensemble des opportunités qu'on a, et Dieu merci, il y en a encore beaucoup, mais c'est aussi regarder l'ensemble des contraintes et être capable de faire face à ces contraintes au mieux des besoins des marchés, des clients et des consommateurs. Donc, je ne pense pas que les patrons fassent de la politique. Les patrons, en tout cas, nous, chez SEB, on ne fait qu'expliquer notre quotidien et notre réalité. Vous avez l'impression d'être entendu ou non? On dit toujours que les politiques sont déconnectés de la vie des entreprises. D'ailleurs, très souvent, ils n'ont jamais travaillé dans une entreprise et parfois, ils sont un peu déconnectés, ils ne se rendent pas compte, ils font de la politique, quoi. C'est difficile de parler d'un métier que je ne connais pas et que je n'ai pas fait. Mais la réalité, c'est que l'évolution normative, l'inflation normative en Europe est assez déconnectée des préoccupations et des priorités affiché, c'est pas moi qui le dis, de réindustrialisation, de réactivation d'un tissu industriel. C'est un peu contradictoire, oui. Alors on va, pour terminer cet entretien, parler un peu plus de vous, Stanislas de Gramont. Vous avez travaillé dans beaucoup de groupes durant votre carrière, Danone, Suntory et maintenant SEB, qui est un groupe familial. Est-ce que travailler et diriger un groupe familial, c'est très différent de ce que vous avez connu dans d'autres groupes? Suntory est aussi un groupe familial. Danone, c'était un peu une grande famille à l'époque, il y a une culture familiale. Je trouve que et à chaque fois ce sont des groupes familiaux mais cotés en bourse, et je trouve que cette dualité entre un groupe familial, c'est-à-dire un actionnaire de long terme qui réfléchit aux investissements à long terme du groupe, qui réfléchit au développement stratégique pour eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, et en même temps la cotation en bourse qui est une corde de rappel, qui est une comparaison par rapport au marché, qui donc vous garde connecté avec la réalité de votre industrie, sous tension. Je trouve que cet équilibre est tout à fait satisfaisant. C'est pas pour rien que j'ai travaillé dans 3 groupes un peu de même nature de ce point de vue-là. Et alors, s'il fallait recommencer, alors si aujourd'hui, par exemple, vous avez 20 ans, vous sortez de vos études, et que vous fassiez pas une carrière dans l'industrie, en fait, qu'est-ce qui vous aurait fait rêver? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire de votre vie? À 12 ans, je joue au foot, mais je me suis assez vite rendu compte que c'était pas mon point de supériorité. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec des gens, c'est engager des gens, c'est développer des visions, c'est parler d'innovation. Et donc, finalement, ma carrière reflète assez bien ce que j'ai fait. Elle a été aussi très internationale. J'ai travaillé la moitié de ma vie hors de France, en Italie, au Canada, en Grande-Bretagne, et finalement, elle m'a vraiment apporté beaucoup de satisfaction, tout en permettant, et je l'en remercie, d'élever une famille de 4 enfants avec ma femme et maintenant des petits-enfants. Comme ça, vous avez tout concilié. Merci beaucoup Stanislas de Gramont. Cette émission est maintenant terminée. Merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur le Figaro TV bien sûr, ou sur le Figaro.fr sur votre application. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.